Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. La récente édition du CIAL Montréal a fait une place importante à son volet conférences. Quelques dizaines de spécialistes de différents domaines de l'alimentation se sont succédés pour faire des présentations qui étaient ouvertes à tous gratuitement grâce à la contribution de Financement agricole Canada. Dans le programme, on retrouvait AAQ, Amélioration alimentaire Québec, invité à faire le point sur la nouvelle réglementation fédérale qui obligera, à compter de janvier 2026, à indiquer en façade de l'emballage les dépassements des quantités établies de sel, de sucre et de mauvais gras. J'ai assisté à cette présentation. Voici mon reportage. Il y a déjà plus de 2 ans, l'annonce de la nouvelle réglementation fédérale a provoqué une onde de choc dans nombre d'entreprises. Laura Boivin est présidente de Fumoir Grizzly et Marisa Gattuso, directrice recherche et développement chez Olimel. Le sel est un des agents de conservation qu'on utilise depuis la nuit des temps. Donc, quel impact que ça va avoir sur nos produits, sur la durée de vie, entre autres. Donc, on se retrouve avec un chantier majeur et le sel comme ingrédient fonctionnel. Le sel a un impact également sur la texture, également sur l'extraction protéique, du moins dans le milieu carné. Donc, ça a un impact majeur sur la chimie alimentaire aussi. Donc, c'est pas simplement une question de goût. Pour nous, chez Grizzly, le sel n'est pas un agent de conservation, mais effectivement, le saumon fumé, notre principal produit, la recette ancestrale est de contenir du sel, évidemment, et donc de ne pas mettre de sel ou de le diminuer, bien, ça change la nature même du produit qu'on veut commercialiser. Pour nous autres aussi, c'était un intense découragement, mais moi, j'étais plus au niveau de la recette. On peut toujours s'améliorer, trouver des solutions. D'ailleurs, on en a trouvé. On va en parler des opportunités. On en a trouvé de notre côté. Ceci étant, on pensait plus à l'aspect financier, à savoir, chez nous, c'est des emballages de plastique, à savoir la réfection des plaques d'emballage, à savoir le changement de chacun des pellicules, la pellicule de plastique d'emballage, qui sont des coûts assez exorbitants pour une entreprise comme Grizzly, à tout le moins. Et puis, on a près de 60 SKU là, différents dans différentes épiceries et un peu partout. Donc, ça veut dire que chacun des emballages doivent être changés. Puis, à plus large vision, je vais vous dire, j'avais une préoccupation en tant que mon passé d'avocate. Là. C'est une réglementation, c'est bien d'en avoir, puis on ne peut pas être contre la vertu, clairement. Ceci étant, comment on va faire ici au Canada pour appliquer une telle réglementation à tous les produits qui vont s'en venir sur notre territoire? C'est une question que je me pose à chaque fois, parce que je me dis, chez nous ici, effectivement, on a un souci assez constant de bien manger, d'avoir une sécurité alimentaire, Grizzly étant les premiers concernés par ça. Mais est-ce qui va entrer sur notre territoire, est-ce qu'on va avoir les moyens de nos ambitions, puis est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que la compétition aussi soit tenue aux mêmes obligations que nous? Si on précisait ce qu'est l'EDE, l'étiquetage de devant d'emballage, Marie-Noëlle Cano, présidente directrice générale d'Amélioration alimentaire Québec. Donc, le consommateur ne sait pas trop encore que ça s'en vient, mais l'industrie, oui. EDE est entré en vigueur à l'été 2022 et la conformité doit être prête pour le 1er janvier 2026. Il reste donc 19,5 mois pour que les entreprises se conforment. C'est à la fois les entreprises d'ici, du Québec, du Canada, mais aussi si vous vendez vos produits sur le territoire canadien, ça s'appliquera également à vous. Donc, c'est un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage, la loupe, comme on aime bien l'appeler, pour les produits préemballés contenant un seuil particulier des éléments nutritifs préoccupants, gras saturés, sucre, sodium. Alors, pourquoi EDE? Bien, selon Santé Canada, le symbole nutritionnel apposé sur le devant des emballages vise à simplifier la prise de décision du consommateur au moment de l'achat. Le symbole vise à fournir une référence claire, facile et rapide pour identifier les produits alimentaires à teneur élevée en sodium, sucre et gras saturés. Vulgariser, c'est donc réduire les risques pour la santé en évitant la consommation excessive de ces produits. Et les impacts de la nouvelle réglementation sont nombreux. Conscience accrue de la qualité nutritionnelle,
changement de comportement alimentaire, recherche de solutions alternatives, inquiétude face à la réglementation, éducation et sensibilisation, impact sur l'industrie alimentaire, répercussions sur les ventes. Donc, ce sont tous des enjeux qu'on entend puis qui doivent être soutenus par des solutions, des expertises pour pas que les transformateurs se sentent seuls dans cette démarche-là. Donc, après le choc, il a fallu que les entreprises réagissent. Laura Boivin et Marisa Gattuso. Le sodium, le sel, reste un ingrédient noble et épuré. Du sel, c'est du sel. Tandis que remplacer le sel par d'autres choses, mais ça allonge la liste d'ingrédients également. Et ça, on voulait garder ça en tête aussi, d'où le nom du chantier qu'on a appelé le chantier Retour aux sources, finalement. Donc, se questionner, est-ce que retirer le sel vaut la peine pour le remplacer par un autre ingrédient qui mérite peut-être ou qui est plus difficile à prononcer, si on veut? Nous, à l'usine, tout est géré sur un bureau de projet. C'est quand même un long processus. Oui, chez nous, quand on l'a su, on a mis tout de suite ça sur le bureau de projet pour le prendre en charge, dresser des échéanciers. Ça nous amène à faire des inventaires des pellicules qui nous restent, à savoir est-ce qu'on finit de passer l'inventaire, puis après ça, on doit recommander. Donc, lors de la recommande d'inventaire, il faut être prêt à le faire avec la nouvelle réglementation. Puis, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on fait de plus? C'est le marketing, l'image de la compagnie. Est-ce qu'on revoit tout le packaging ou seulement cet aspect-là? C'est un bon moment, tant qu'à refaire des plaques qui vont coûter peut-être un 20 000, dépendamment du nombre de couleurs qu'on va mettre. Donc, tout ça, c'était en même temps. Donc, le chantier était vraiment très large en ce qui nous concerne. Et en même temps, de notre côté, c'est de reprendre effectivement chacun des produits qu'on avait et remesurer les taux. Pour nous, c'est le sel aussi qui va être en cause. Puis aussi, on a encore un défi parce que nous, on produit de façon très artisanale et donc, on n'a pas de mesures spécifiques de précision là, relativement à l'imprégnation du sel dans la chair. On fume de façon très artisanale. On a fait des recherches là, très exhaustives à savoir comment on pouvait être très constant et très précis, ce qui n'est pas facile pour nous. Fait qu'on avait beaucoup de challenges. Donc, un bureau de projet avec des échéanciers, c'était pas mal la solution pour nous. Trouver les voies de solution, pas chose facile. La fameuse loupe en devant d'emballage, quels effets aura-t-elle? La loupe est incomplète. Tant qu'avoir un aspect nutritionnel, ça donne un élément d'information, ça focalise sur un élément d'information. Puis il y avait d'autres systèmes. Je m'interroge encore à savoir quel est l'avantage d'un système par rapport à l'autre. Par exemple, si on parle des Nutri-Score ou des choses comme ça, un produit, ce n'est pas que du sel, ce n'est pas que des lipides, ce n'est pas que du sucre. Un produit, c'est aussi des protéines, c'est aussi d'autres éléments nutritifs qui sont bons pour nous. Et est-ce que dans la balance, il y en a un qui est mieux que l'autre, dépendamment de ce qu'on recherche. Donc, l'information est très focalisée. En ce qui me concerne, on aurait peut-être dû focaliser sur plusieurs aspects de l'aliment. Vous n'êtes pas la première qui le dit, on l'entend beaucoup, puis ça fera partie aussi du dialogue qu'on voudra mettre de l'avant dans un contexte qui est maintenant à nos portes. Premier constat, moi, ça m'a permis, avec les équipes à l'interne, de reparler de science. Donc, remettre la science au cœur de nos formulations, se re-questionner davantage sur nos listes d'ingrédients, sur nos formulations, emmener l'équipe à davantage réfléchir et non répéter des recettes, parce que des fois, c'est ça qu'on peut faire aussi. On prend une recette, on la répète. Donc, ça a été une bonne chose. Puis, comme Laura l'a mentionné, moi, le deuxième constat que j'ai, c'est qu'un produit à 15 de sodium versus un produit à 60 de sodium, on ne verra pas la différence sur les tablettes. Et ça me dérange. Mais comme consommatrice aussi, donc... J'ai le réflexe de regarder à l'arrière, mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce réflexe-là également, là. Parce qu'on n'a pas parlé des portions. Non, oui, exactement. Parce que les portions, dépendamment de la portion, vous savez, si vous avez chez nous un 55 grammes, c'est la portion de mesure. Par contre, si on a un emballage de 100 grammes, alors est-ce que le score, quelle information je vais donner au consommateur? Je me suis aussi interrogée là-dessus. Oui, tout à fait. C'est la partie de la complexité qu'il faut décortiquer. Mais un truc intéressant, par contre, l'impact que cette loupe-là va avoir, puis l'acte d'achat. Dans certains pays où la loupe, du moins l'avertissement va ressembler à ce qu'on a, les produits d'indulgence, donc les produits pour se faire plaisir, se gâter, les ailes de poulet, par exemple, les gens vont rechercher un produit avec la loupe. Parce que si le produit n'a pas la loupe, c'est pas assez salé, c'est pas assez gras, j'ai le goût de me faire plaisir, je vais aller chercher quelque chose qui est gustativement meilleur pour, pas meilleur, mais on s'entend, là. Donc, je vais aller chercher quelque chose pour me faire plaisir, là. Autre lacune, les entreprises disent ne pas être vraiment accompagnées des autorités réglementaires.
À toute fin pratique, on n'est pas accompagné. L'industrie en ce moment n'est pas accompagnée tant par Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, il n'y a pas de communication, de plan de com qui a été établi pour l'instant dans les informations que nous avons reçues. Je ne sais pas du côté du CETAC non plus ou de la AQ. Mais j'ai une petite bonne nouvelle et c'est une préoccupation que nous avons dans l'équipe, dans le comité. Je suis très contente que vous l'amenez aujourd'hui. Nous avons interpellé ACIA et Santé Canada pour allumer la flamme, pour les sensibiliser au délai qui attendent les transformateurs alimentaires. On en a parlé. C'est pas 1 mois ou 2 avant qu'il faudra sensibiliser le consommateur. Ça va sortir bien avant ça. D'ailleurs, il y a des marques... déjà des emballages. Il y a déjà des emballages qui apparaissent avec la loupe. Là. Donc, la réponse, c'est on est en relation avec eux pour les sensibiliser puis obtenir l'information au fur et à mesure qu'elle va être disponible, mais en mettant un petit peu la pédale sur l'accélérateur parce qu'effectivement, c'est un constat que vous n'êtes pas le seul à faire et que nous, on souhaite être un des facilitants là, face à cette importante communication là. Et ce n'est pas à l'industrie de porter, ou du moins à une entreprise ou plusieurs entreprises de porter le rôle d'informer la population. Par chance, rappelle aussi Marie-Noëlle Cano, Amélioration alimentaire Québec est là à l'initiative du Conseil de la transformation alimentaire du Québec et avec le soutien financier de Québec. Si vous avez des questions, si vous avez des enjeux, que vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. On est en train de mobiliser tout un écosystème de gens absolument brillants et fantastiques. On a un conseil d'administration au sein du CETAC qui appuie puis qui nous partage leur feedback. On a un comité d'experts et d'expertes qui nous dit la vérité parce qu'en ayant ces dialogues-là, on est capable de réaliser des solutions qui répondent vraiment à vos besoins dans ces démarches-là. Parmi les constats que je vous ai nommés, il y avait le fameux par où commencer. Donc, avec une vingtaine d'experts et d'expertes, on a développé le parcours du produit amélioré pour 14 premières catégories, parce qu'on ne peut pas toutes les faire, mais allez consulter, ça vous donnera une bonne idée là, si vous voulez voir étape par étape comment réfléchir à certains points. Effectivement, ça a été un des grands projets multi-secteurs, multi-expertise, puis ça a été extrêmement agréable de le développer. D'ailleurs, permettez-moi de revenir sur ce qu'annonçait il y a quelques semaines le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. Le défi avec la transformation alimentaire, c'est de toujours améliorer la qualité nutritive pour vraiment que ce soit de la saine alimentation. On a un programme au ministère qui s'appelle l'Alimentation Santé. Et puis, le CETAC a développé une approche, une initiative qui s'appelle l'Amélioration Alimentation Québec, qu'on a soutenu. Puis j'ai annoncé un soutien additionnel de 750 000 $ pour les 3 prochaines années dans le cadre d'un projet plus large d'1 100 000 $ du CETAC là, pour accompagner les entreprises, pour améliorer les qualités nutritives des aliments transformés au Québec. Là. Et à l'issue de la présentation d'Amélioration alimentaire Québec dans le cadre du CIAL Montréal, je me suis entretenu avec Marie-Noëlle Cano. Marie-Noëlle Cano, bonjour. Bonjour. Marie-Noëlle Cano, on comprend bien que le travail d'Amélioration alimentaire Québec continue. Tout à fait. On a eu l'excellente confirmation, ou je devrais dire l'excellente nouvelle de la part du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation que la Convention était renouvelée pour un 2e mandat. Donc, 3 belles nouvelles années devant nous où on a convenu avec la direction avec laquelle on a le plaisir de collaborer au sein du gouvernement que la nouvelle orientation qu'on avait proposée était acceptée et pleinement soutenue. Donc, dans les prochains mois, les transformateurs alimentaires vont être informés d'une nouvelle structure beaucoup plus claire, encore plus claire, j'ai envie de dire. Au lieu d'être des initiatives, on va vraiment structurer un parcours pour pouvoir les accompagner. Donc, on passe de guider et inciter les transformateurs alimentaires à entreprendre des démarches d'amélioration à un accompagnement de type bureau qui va être formalisé à l'automne. Dans l'effet qu'a eu Amélioration alimentaire Québec jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une mobilisation maintenant vraiment étendue, là? On en parle beaucoup plus. On est au moment où il y a une sensibilité à l'amélioration alimentaire, il y a un intérêt, notamment l'arrivée prochainement de la réglementation, et on tombe dans l'année de la décision. Alors 2024 sera l'année où les décideurs en transformation alimentaire vont devoir activer une démarche d'amélioration alimentaire. Donc certainement, les prochains mois vont être extrêmement riches en adhérents au sein d'Amélioration alimentaire Québec.
2024, année cruciale. Quand 2024 finit, il reste un an, là, et les pastilles apparaissent, là, les loupes apparaissent sur les emballages. Tout à fait. On voit déjà des loupes apparaître dans certains marchés, notamment les grands joueurs au niveau de leur marque privée. Et donc, c'est une question de mois, ou comme vous dites, un an maximum, qu'on va avoir beaucoup plus de loupes présentes sur nos tablettes d'épicerie. Et cela implique donc des processus chez les transformateurs alimentaires. On ne parle pas de quelques semaines, on ne parle pas de quelques mois. On est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à 19,5 mois de l'application de la nouvelle réglementation et il est déjà tard pour entamer un processus, notamment quand on pense, si on choisit de réviser une recette, quel emballage on va mettre, quel est le positionnement stratégique sur le marché. C'est un cycle de minimum 18 mois et nos équipes vont être là pour faciliter et accélérer le processus pour les entreprises qui souhaitent être soutenues là-dedans. Donc, on comprend bien avec toutes ces échéances-là et tout le travail qu'il y a à faire, on comprend bien qu'il était absolument nécessaire de poursuivre le travail et donc le soutien financier de Québec est bienvenu là. Tout à fait. C'est un travail qui exige un bon nombre de collaborateurs, de projets qui doivent être initiés et donc le soutien du MAPAC vient confirmer l'immense travail qui a été réalisé depuis 3 ans et la contribution que AAQ et ses partenaires ont concrètement envers la politique bioalimentaire du Québec. Je vais vous souhaiter un bon 19 mois et demi encore avant l'entrée en vigueur de la réglementation comme telle. Et puis, c'est pas le travail qui va manquer. C'est pas le travail qui va manquer, c'est surtout pas les idées qui manquent ni les projets. Donc, on invite les transformateurs, tout comme l'écosystème, à nous écrire, à nous parler pour entamer ce dialogue-là pour qu'on s'assure de livrer les initiatives et les projets qui répondent concrètement à l'accompagnement dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. On le dit depuis plusieurs mois, le temps presse. Les entreprises qui veulent éviter les inscriptions négatives sur le devant des emballages de leurs produits ont maintenant très peu de temps pour réagir. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.